arrêté d'utiliser la dexaméthasone, on est passé à la bétaméthasone. D'abord, pour savoir, tous les corticoïdes ne peuvent pas être utilisés chez la mère, enfin pour la maturation. Si vous prenez par exemple le cortencil ou l'échihaja, il faut que ce soit un corticoïde fluoré, qui peut traverser le placenta, parce qu'il y a des corticoïdes qui ne traversent pas le placenta. Prenez le cortencil, il ne traverse pas le placenta. Prenez le soliprène, il ne traverse pas le placenta. Ouais, il y a un certain nombre de corticoïdes, donc seuls les corticoïdes fluorés traversent le placenta. Et il faut que ce soit un corticoïde métabolisé par le fœtus. Voilà. Donc les deux seuls qui traversent le placenta et qui sont métabolisés par le fœtus, c'est le soludécadran et le célestène, l'hexaméthasone et la bétaméthasone. Sauf que les études qui ont été faites dans les années 80 ont montré que quand on utilise la dexaméthasone, il y a beaucoup plus de risques de leucomalacie périventriculaire chez le fœtus, chez le nouveau-né après, lorsqu'il naissent. Voilà. Et donc, du coup, on a progressivement abandonné la dexaméthasone du fait de cette présence de sulfite qui est probablement à gérer sur la migration neuronale fétale et qui la prédispose au leucomalacie périventriculaire. Et le corticoïde, enfin la corticothérapie qui a montré son efficacité en toute stabilité et sans effet secondaire, c'est la bétaméthasone. Injectable intramusculaire, 2 injections à 24 heures d'intervalle. Alors, actuellement, le débat reste concernant le nombre d'injections. Vous savez qu'au tout début, on faisait une première cure, une deuxième cure, une troisième cure, tout au début. Ce qui fait qu'il y avait des enfants qui naissaient avec plein de corticoïdes, un bébé de corticoïdes qui développe un Cushing et ainsi de suite. Après, on a arrêté, on a commencé à utiliser 2 cures, maintenant on utilise une cure, une seule cure. Et là, il y a des travaux qui sont en train qui ne sont pas encore sortis, mais qui sont en cours, concernant une injection. Une cure égale 2 injections à 24 heures d'intervalle. Alors là, on est en train de travailler sur une seule injection. Est-ce qu'une seule injection est efficace et fiable? Très probablement oui. Non, c'est 12 mg chez la mère. 12 mg chez la mère. Voilà, 12 mg chez la mère. À ce moment-là, donc, c'est ça qui sera probablement l'avenir. C'est une seule injection. Mais il faut choisir le moment de l'injection. On sait par exemple que quand l'enfant naît moins de 48 heures après l'injection, l'efficacité n'est pas bonne. Il faut minimum 24 heures après l'injection, naissance 24 heures après l'injection, et naissance, l'idéal c'est naissance dans les 10 jours qui suivent l'injection, parce que vous avez un effet qui se ralentit, sauf que probablement qu'une fois que le poumon s'est maturé, l'effet ralentit, mais il reste un effet celui de la maturation, c'est-à-dire qu'il ne disparaît pas complètement. Alors en ce qui concerne la voie orale, effectivement, ça serait idéal d'avoir une corticothérapie par voie orale, sauf que pour le moment, on n'a pas suffisamment de méta-analyses qui montrent si l'administration par voie orale chez la mère a un effet maturatif chez le fœtus de manière certaine. Mais ça fait partie également des voies de recherche. Oui. Vous voulez poser une question? Vous êtes là? Il a question. Non, c'est pas bon. J'ai une question. En pratique, pour différencier cliniquement entre la MMH et la DRT, c'est que la MMH s'aggrave dans les 24 premières heures, alors que la DRT reste stationnaire. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai parce que la MMH, qui est une pathologie de surfactant, vous avez un collapsus progressif qui s'aggrave, surtout lorsque le nouveau-né est proche du terme. Si vous prenez un nouveau-né qui est à 37 semaines ou le chihaja, je rappelle que la MMH existe chez le nouveau-né à terme, même à 40 semaines, particulièrement lorsqu'il y a un accouchement par césarienne. Les MMH du nouveau-né à terme représentent 3% de toutes les MMH. 3%. Si vous prenez toutes les maladies membraniennes, vous avez à peu près 3% qui sont à terme administratif, 37 semaines et plus.
Et la détresse respiratoire du nouveau-né à terme, la MMH du nouveau-né à terme, elle commence progressivement avec une aggravation. Plus vous avez des atelectasies et plus la gêne respiratoire s'aggrave. C'est les pires des MMH. Ils ne répondent pas très bien au surfactant, parce que comme ils ont déjà une partie du surfactant, alors le meilleur candidat c'est le prématuré. Le prématuré, il n'en a pas. Vous mettez du surfactant, il répond, il est guéri. On prend maintenant le prématuré, on l'intube, on met du surfactant, on retire la sonde d'intubation immédiatement. On l'extube, on le met en PPC nasal, il est guéri, il a son surfactant, le nouveau-né à terme, non, puisqu'il a déjà du surfactant, mais en quantité insuffisante, ou inhibé par poumon de césarienne. De mauvaise qualité, il peut y avoir de mauvaise voilà, qualité. donc qu'est-ce qu'il va faire? Comme il a du surfactant, il va détruire celui que vous allez lui donner, parce qu'il rentre en conflit, le surfactant, il répond immédiatement, Vous mettez le surfactant, 200 mg kilo, il va devenir tout rose, 6 heures après ou 4 heures après, il devient de nouveau tout bleu, il aura détruit avec le surfactant la titolo, mais il n'a pas encore commencé à fabriquer le sien. Ce qui fait que, avec le nouveau-né, nous, le prématuré, on lui met on l'intube, on met le surfactant, on l'extube, on termine. وهذا le nouveau-né interne. Le nouveau-né interne, on ne fait pas ça. On l'intube, on met du surfactant et on le garde en ventilation, même on passe en ventilation à oscillation à haute fréquence. Il va détruire son surfactant et c'est le seul à qui on met une deuxième fois, parfois une troisième fois du surfactant. Plus on lui donne et plus il le détruit. Plus on lui donne, plus il le détruit. Alors que le khod là, il ne le détruit pas, il le garde. Tu dis que de Alors, petite pause pour un petit peu